Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Journée internationale de la femme 2017, la parité à l'horizon 2030, au cœur des réflexions dans ce journal. Les explications du ministre des Affaires sociales. Amélioration des prestations de services, baisse des tarifs de communication, prise en compte des plaintes des usagers des réseaux GSM. Ces préoccupations sont au cœur de la première rencontre entre les membres de l'ARCEP ce vendredi à Cotonou. À l'étranger, difficultés annoncées dans la mobilisation des ressources pour l'organisation de la présidentielle en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge du budget entrevoit déjà un probable report du scrutin. Merci de votre attention. Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030. Alors c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme au Bénin le 8 mars prochain. Alors à cet effet, le ministre des Affaires sociales apporte ici des clarifications sur la célébration de la dite journée. Voici un extrait de ses propos au micro de Rebecca Kenyaondé et de Donatien Falola. La célébration de la fête ne doit pas se muer en une fête, j'allais dire foraine, où les femmes se parent, mangent, boivent, dansent peut-être. Nous voulons que la femme puisse vraiment prendre beaucoup plus conscience de sa situation et se battre pour son amélioration. Donc pour l'édition de 2017, le département ministériel dont j'ai la charge n'a pas choisi un tissu uniforme dans le cadre de la célébration de la fête. Nous n'allons pas faire déplacer les femmes de l'intérieur du pays pour venir célébrer la GIF à Cotonou. Nous envisageons justement dans le programme qui va suivre de célébrer également la GIF au niveau des départements, mais ce serait par couple. Le 8 mars, il y aura la célébration de la GIF à Cotonou, c'est la cérémonie phare. Je rappelle que toujours le mercredi 8 mars 2017, il est prévu des séances de dépistage de cancer du col de l'utérus et des seins pour permettre aux femmes vraiment de ne pas avoir hâte à se déplacer sur Cotonou pour célébrer la GIF. Il y a un certain nombre d'autorités qui resteront à Cotonou pour célébrer la GIF, qui devront se déplacer dans les départements pour les amener à avoir confiance qu'on peut rester sur place et célébrer la GIF. Première rencontre ce vendredi entre les membres de l'ARCEP et les opérateurs des réseaux GSM. Au cœur des échanges, l'amélioration des prestations de services, la baisse des tarifs de communication, de même que la prise en compte des plaintes des usagers des réseaux GSM. On vous propose d'écouter ici un extrait de la déclaration de l'autorité au terme de cette séance de travail qui intervient après la récente sortie médiatique du ministre de la Communication. C'était l'occasion pour nous non seulement de présenter les membres du Conseil, mais également de faire un suivi des différentes réunions que les mêmes opérateurs ont eues avec le ministre de tutelle, notamment sur les questions liées à la qualité de service. Et ce n'est que pour nous une manière d'amplifier les plaintes que nous recevons constamment de tous les usagers de nos réseaux. Également, nous avons parlé des problèmes de Simbox, qui sont des manipulations un peu frauduleuses, je dirais, et dans nos réseaux, et qui sont préjudiciables, même aux opérateurs eux-mêmes, aux consommateurs et bien entendu à l'État. Et finalement, nous avons également parlé des tarifs, étant donné que l'État fait un effort significatif en direction des opérateurs en baissant les taxes sur les assises. Et c'est une baisse
significative. C'est pratiquement divisé par deux, les taxes. Et nous pensons que l'État ayant fait cet effort, eux, ils devraient pouvoir faire un effort dans le sens de baisser les tarifs pour les consommateurs. Puis chalon au cabinet du président de la Cour suprême, plusieurs personnalités étaient reçues cette semaine par Ousmane Batoko. Parmi elles, le directeur général de MTN Bénin. Il est allé présenter son réseau de téléphonie mobile au président de la Cour suprême. Reportage. My discussion with him was really an introduction to who we are. C'est une visite d'abord de courtoisie pour présenter le directeur général de MTN Bénin au président de la Cour suprême. Donc, nous avons échangé avec lui à propos de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas que des investisseurs au Bénin, nous sommes une entreprise citoyenne, de ce que nous faisons sur le plan de développement au Bénin, ce que nous faisons sur le plan social au Bénin. Et nous avons échangé avec lui sur ce que nous attendons aussi de ce pays. Mais il nous a dit qu'il était déjà heureux qu'on ait décidé de venir faire cette visite de courtoisie. C'est un signe de respect pour le pays et pour ses habitants. Et la Cour suprême est celle qui est au-dessus de toutes. Et que si nous venons envers lui, le saluer, lui dire ce que nous faisons au Bénin, que c'est quelque chose de tout à fait remarquable et qu'il était enchanté de nous recevoir. That we are protecting the people and that the people's rights are protected. Et puis l'ESFAM Bénin, c'est l'école de formation, l'école supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers, des médias et du multimédia au Bénin. Une équipe de cet établissement était ce vendredi à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Objectif, avoir des fréquences pour la création d'une radio et d'une télévision. Voyons le compte rendu de Jean-Claude James. Face à l'équipe dirigeante de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, une délégation de l'ESFAM Bénin, École supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers des médias et du multimédia au Bénin. Le promoteur de cette école et ses partenaires belges sont venus solliciter l'accord de l'organe de régulation pour un certain nombre de projets. Il s'agit principalement de l'octroi de 2 fréquences d'émissions radio au profit des étudiants souvent confrontés aux problèmes d'emploi après leur formation. Après échange, il a été vraiment touché par l'intérêt et surtout la pertinence de ce projet, et tous les conseillers ont apprécié l'innovation et l'originalité du projet et ont accepté unanimement avec le président et de voir dans quelle mesure justement l'ANAC pourrait réellement attribuer ces 2 fréquences-là. Le projet a un double objectif, c'est non seulement créer de l'emploi au niveau des jeunes sortis des universités de journalisme public comme privé, mais également d'informer les populations sur leurs droits économiques et sociaux, défendre l'intérêt des consommateurs et des contribuables. Selon Roger Médégan-Fagla, Porto-Novo, la capitale du Bénin, est retenue pour abriter ces 2 organes. Et puis les patrons d'entreprises de presse du Bénin sont en formation à Grand Popo dans le Mono. Il s'agit pour eux de bien cerner la gestion d'une entreprise de presse. C'est une initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA. Cyprien Locosso et Varissemon pour le reportage. Une entreprise de presse ne doit pas être gérée comme toute autre entreprise. L'application des règles de la fiscalité doit se faire avec intelligence, au risque de voir l'entreprise de presse en faillite ou disparaître. Le Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel a sollicité l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, pour outiller 25 patrons de presse du Bénin. Mieux comprendre les principes fondamentaux en matière fiscale permet aux chefs d'entreprise d'optimiser leurs choix et de définir les contraintes de gestion qui en résultent. Au Bénin, les règles de fiscalité s'appliquent à toute entreprise. Pour le patronat de la presse, il faut un savoir-faire pour que les entreprises de presse tirent leur épingle du jeu. La fiscalité, comme vous le constatez, est un domaine important de nos entreprises.
Une entreprise qui ignore sa fiscalité est vouée plus ou moins à l'échec. Une entreprise qui oublie cette déclaration fiscale est vouée à l'échec. L'expérience nous a montré dans la gestion de nos entreprises que ce volet-là est extrêmement important. Au-delà de ça, de la pluralité des tâches qui nous assomment, aussi longtemps qu'il n'y a pas de révision de la taxation au Bénin, on ne peut qu'aussi adonner. D'où être outillé pour pouvoir bien réagir par rapport à la fiscalité dans notre pays. Le séminaire dure 2 jours. C'est aussi une occasion pour les patrons de presse de dire leurs difficultés dans la gestion et le fonctionnement de leur entreprise. Et puis la nouvelle ambassadrice de la France au Bénin a rendu visite ce vendredi au président de la Cour constitutionnelle. Outre la diplomate française, le professeur Théodore Hollo a reçu une délégation de l'Association des collectivités familiales de Ouida. Le point avec Armel Nofodji, Gérard Mouba. Véronique Brumeau, la nouvelle ambassadrice de France près le Bénin en audience chez le président Théodore Hollo. Selon la diplomate, les échanges ont été très fructueux entre les deux hôtes. J'ai demandé à être reçue en entretien par le président pour effectuer une visite de courtoisie. On était en train de discuter du CAMES et des concours qui sont organisés dans ce cadre, qui garantissent la qualité des recrutements. On a parlé coopération. Da Arwandinou Avima Djenon, président de l'association des collectivités familiales de Ouida, et certains de ses collaborateurs étaient aussi reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Ce qu'on peut régler à la maison, à l'amiable, c'est porter devant les tribunaux et on dénigre nos DA, on dénigre nos têtes couronnées. Et nous avons créé l'association qui a commencé à faire son petit ballon de chemin depuis un certain temps. Il est important que nous allions voir les personnalités de la République, comme le président de la Cour constitutionnelle, pour lui présenter d'abord notre association, recevoir des conseils pour mieux faire ce que nous avons commencé. Les hôtes de Théodore Hollo se sont retournés très satisfaits de la qualité des échanges. L'organisation internationale koweïtienne Direct Aid entend investir environ 5 milliards de francs CFA dans divers domaines au Bénin en 2017. Alors le plan d'action a été présenté ce vendredi à la direction nationale de la dite association à Fidrosé à Cotonou. Reportage Rosemont Tchakwe, Jérôme Humba. Direct Aid est une organisation koweïtienne à caractère humanitaire et de développement. Au Bénin, elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Pour l'année 2017, Direct Aid Bénin va investir environ 5 milliards de francs CFA dans une dizaine de domaines d'intervention. L'objectif principal de Direct Aid est d'accompagner les gouvernements africains dans leur politique de lutter contre le triangle de la terreur, pauvreté, ignorance, maladie. Cette ambition s'est traduite au Bénin à travers la prise en charge de 1000 orphelins et orphelines, prise en charge totale. La construction et la gestion de 22 écoles, maternelles, primaires, collèges et lycées. La mise en service d'un hôpital moderne et de 5 dispensaires, des dons divers, des microcrédits. L'organisation koweïtienne entend élargir ses interventions à l'enseignement supérieur. Une université moderne à vocation sous-régionale est en construction dans la commune de Koumen. Nous sommes très heureux de constater que le domaine privilégié par l'organisation est un domaine justement qui est en parfaite symbiose avec le programme d'action du gouvernement. Je veux parler essentiellement de l'humanitaire. Vous savez que le programme a une composante qu'on appelle l'ARCHE, qui porte essentiellement sur la protection sociale, à travers, bien sûr, les investissements dans le domaine sanitaire, la microfinance, l'assurance maladie. Alors, ce sont autant de choses qui montrent très bien que, disons, il y a une bonne passerelle entre les activités de l'organisation et les ambitions du nouveau départ. Direct Aid évolue avec 500 employés béninois. Ces investissements pour l'année 2016 s'élèvent à 4 milliards de francs CFA, d'où cet appel des autorités. J'ai lancé un appel aux ambassadeurs présents, aux représentants résidents de l'organisation, qu'ils soient l'avocat de cette nouvelle dynamique, l'avocat du nouveau départ et de la rupture auprès des autorités koweïtiennes.
pour qu'elles accroissent leur aide au Bénin afin de permettre aux ambitions de la rupture de se réaliser et que nous puissions donner alors un modèle. La cérémonie a pris fin par une distribution de cadeaux offerts par les enfants koweïtiens à leurs amis béninois. Le paiement dématérialisé n'a pas encore intégré les habitudes des Béninois, 4 mois après la note circulaire. Alors l'initiative peine à prendre corps dans nos villes, notamment à Cotonou. Suivez ici le reportage de Rebecca Kendiaoundé et de Jérôme Mobo. Le paiement dématérialisé permet de limiter les actes de vandalisme et autres braquages survenus dans nos villes. Cette pharmacie, par exemple, est ouverte à l'opération. Pour n'importe quelle situation, alors que vous n'avez pas de liquidité et que vous avez votre compte mobile money, par exemple, je prends l'exemple, ou bien votre carte Visa, et vous avez de la liquidité. Et là, vous venez à la pharmacie, vous dites seulement ce que vous voulez prendre et on vous donne en échange, on fait le virement. Dans ce supermarché, 4 possibilités sont offertes aux clients. Nous avons mobile money avec MTN, nous avons Flouz avec Move, nous avons les cartes bancaires et il y a également EcoBank qui a mis également en place un autre système qui permet aux clients de pouvoir payer sans sortir de l'argent. 4 mois après l'arrêté préfectoral, le paiement dématérialisé ne semble pas toujours bien compris des populations. La majorité, c'est toujours au niveau des numéraires. Ils amènent des numéraires. Mais le peu qui arrive, ils ont les Visa cartes au niveau des banques. Masterpass, bon, c'est rare. Les Flouz et les buy money, c'est rare. Certains apprécient l'initiative tandis que d'autres ne sont même pas informés. Ça nous met d'avoir en sécurité. Ça nous permet de ne pas se déplacer avec les liquidités et tout ça encore très bon. S'il peut encore accentuer encore plus, aller encore plus de l'avance, c'est encore très bon. Je ne suis pas habitué à ça. Pour notre sécurité, moi je trouve ça très bien et c'est une très bonne chose. C'est maintenant vous venez de m'apprendre, bon je ne savais pas. Donc si moi j'ai un compte mobile money, bon des fois je peux faire retrait ou bien envoyer de l'argent à mes amis. Moi je ne suis pas informé. Si au niveau des supermarchés, on peut procéder à des paiements par mobile money et d'autres moyens de paiement, tout sera bien. Pour les entreprises qui font déjà l'expérience, les difficultés s'apparentent. La première difficulté se situe au niveau du réseau. Quand le réseau n'est pas stable, l'instabilité du réseau fait que lorsque vous utilisez les cartes, ça ne marche pas. Et il y a également le fait que d'autres n'ont pas de la liquidité sur leur compte. Et quand vous n'avez pas la liquidité et que vous introduisez la carte, elle refuse carrément et elle ne fonctionne pas. Dans cette perspective de sécurisation des personnes et des biens, certains opérateurs économiques préfèrent l'option bancaire, tandis que d'autres encouragent à aller vers les GSM. Il faut pousser les gens à aller vers les banques. Là, c'est mieux. En tant qu'ils avaient dit de payer par ces modes de paiement, bon, beaucoup de clients étaient réticents. Nous demanderons plutôt aux Béninois de pouvoir s'abonner à ces moyens de transfert d'argent parce que là, je crois que c'est plus facile, plus fiable et également plus protecteur dans la mesure où lorsque vous vous déplacez avec des cartes, personne ne peut savoir combien vous avez sur votre carte. Pour que cette mesure prenne réellement corps, la politique doit être revue à l'origine pour un mieux-être des populations. Et puis la Bank of Africa Bénin vient de remettre des lots aux gagnants de la campagne épargne 2016. Objectif, permettre aux clients d'épargner pour eux-mêmes et par la même occasion gagner des lots. La cérémonie a eu lieu hier dans les locaux de l'agence principale à Ganri. Brice Couton et William Tchoki pour le reportage. Voici les lauréats de la campagne épargne 2016 de la BOA Bank of Africa. 9 au total, ils ont été tirés au terme de cette campagne commerciale dont le but est d'augmenter le taux de bancarisation au Bénin. Les objectifs de cette campagne sont les suivants. Augmenter le taux de bancarisation, encourager les clients à épargner, collecter des ressources nouvelles, motiver les clients par les taux d'intérêt et les lots. La BOA Bénin a pu s'inscrire parmi les filiales du groupe BOA qui ont réalisé les meilleures collectes d'épargne pour la campagne de l'année 2016. Selon les responsables de la BOA, ce jeu tombola témoigne de la proximité qu'il y a entre la banque et ses clients que la banque qualifie de premier partenaire. Tous les lauréats
se sentent vraiment heureux et vont continuer à appartenir vraiment à cette grande famille de la BOA. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à la BOA. Nous souhaitons plein succès aux opérations de la BOA. Et comme ça a été dit, on souhaite que la BOA soit la plus grande banque en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde. La BOA évolue depuis plus de 25 ans sur le marché bancaire béninois. Elle entend renforcer son ancrage dans tout le pays à travers son réseau qui compte plus d'une quarantaine d'agences à ce jour. Le maire de la ville de Porto-Novo renoue avec les visites de chantier en souffrance sur son territoire. Il était cette semaine sur 4 sites de construction d'infrastructures de la capitale. Guillaume Avienou et Enoch Adandé. Une délégation d'autorités de la municipalité de Porto-Novo à l'école primaire publique de Sediako dans le 2e arrondissement. Elle vient constater l'état d'avancement des travaux de construction de modules de 3 classes inspirés de l'initiative de Dogo. Le bâtiment est construit depuis, mais il restait que la forme d'allage et quelques petits travaux. On était déjà sur le chantier une fois, mais quand on leur a donné l'information, ils se sont rassemblés, ils ont pu cotiser 400 000 francs qu'ils ont remis. Et on a remis aussitôt à l'entrepreneur pour qu'il commence, le temps qu'on puisse trouver d'autres formes pour pouvoir arriver à boucler ce projet. Après Sediako, la délégation atterrit au marché Wando dans le 5e arrondissement avec pour objectif constater de visu le niveau d'exécution de l'opération de libération des espaces publics dans ce marché. Ici, les vieilles habitudes ont la peau dure. Depuis plus d'1 an, on a déjà fait déguerpir les gens. On a pu ramasser leurs choses, leurs marchandises, mais 10 minutes après, les gens reviennent. Moi, j'ai de solliciter qu'on puisse mettre à ce niveau au moins 2 policiers, un policier et un gendarme, toute la journée. S'il y a une présence des forces de sécurité, c'est du dissuasif, les gens ne peuvent pas venir. Une option qui pourrait payer, pense le maire. Après une pause due à l'organisation du Festival international de Porto-Novo, les autorités de la municipalité viennent de renouer avec la tradition de faire le tour de la ville pour passer en revue les chantiers en souffrance tous les mercredis du mois. L'initiative a pris corps depuis le dernier trimestre de l'année écoulée. À l'étranger, maintenant, une question. S'achemine-t-on vers un nouveau report des élections en République démocratique du Congo? Les propos du ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoundia Mbayi, pourraient le laisser croire. En conférence de presse cette semaine, il a déclaré que récolter les près de 2 milliards de dollars nécessaires à l'organisation des élections était quasiment improbable. Reportage. Le financement des élections est un réel casse-tête chinois pour la République démocratique du Congo. Le pays a besoin d'1,8 milliard de dollars pour organiser l'ensemble de ses consultations électorales prévues par la Constitution contre 1,3 milliard proposé en 2013 par la Commission nationale électorale indépendante. Une somme jugée exorbitante par Kinshasa qui fait face à la chute des cours des matières premières. Mercredi, le ministre congolais du budget a tiré la sonnette d'alarme. Pierre Kangoundia a déclaré, je cite, « Il est difficile de penser que nous puissions mobiliser 1,8 milliard cette année », laissant planer le doute sur l'organisation des élections d'ici à la fin de cette année, conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Malgré cette sortie du ministre du Budget, le porte-parole du gouvernement congolais se veut rassurant. Tous les moyens seront engagés pour la tenue des élections dans les délais, a fait savoir Lambert Mende. Mais en 2015 déjà, Joseph Kabila avait appelé les acteurs politiques congolais à réfléchir sur le caractère exorbitant de l'organisation des élections en RDC. Le président congolais avait à l'époque proposé la possibilité de changer les modes de scrutin pour les adapter aux capacités financières du pays. Les lignes semblent n'avoir pas bougé. Et puis, à l'étranger maintenant, Donald Trump a une nouvelle fois adopté un ton offensif ce jeudi pour sa première conférence de presse en solitaire à la Maison-Blanche. Donald Trump va remplacer la semaine prochaine son décret interdisant provisoirement aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Reportage. Donald Trump ne se battra pas devant la justice pour défendre son décret anti-immigration, un décret suspendu par la Cour d'appel de San Francisco la semaine dernière. Le président américain compte en revanche adopter un nouveau texte. C'est ce qu'il a déclaré jeudi en conférence de presse à la Maison-Blanche.
La décision controversée suspendait pour 90 jours l'accès au territoire américain à des ressortissants de 7 pays musulmans, une décision justifiée au nom de la lutte antiterroriste et de la sécurité nationale. Nous avions pris une décision très mesurée concernant l'interdiction de voyager, mais nous avons eu de mauvais juges et une mauvaise décision en appel, explique le président. Mais nous allons continuer, nous allons adopter un nouveau décret la semaine prochaine. Depuis 3 semaines, les manifestations se multiplient aux États-Unis contre la politique migratoire du président américain. Les juges n'ont pas tranché sur le fond, mais ont donné tort à Donald Trump sur la forme. Le nouveau décret éliminera les aspects les plus contestés afin de ne pas perdre de temps devant les tribunaux. Dans une interview à El Chorouk News en Algérie, Emmanuel Macron, candidat dans les médias et du système à la présidentielle, est revenu sur la présence française en Algérie. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, a-t-il déclaré, des propos qu'aucun autre acteur politique sérieux n'avait osé prononcer avant lui. Reportage. Il est un peu l'outsider de la campagne présidentielle française et sa dernière déclaration marque encore une rupture avec le reste de la classe politique. Dans une interview avec la chaîne algérienne Ekourouk News, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité et de vraie barbarie. Loin de s'arrêter là, le leader du mouvement En Marche estime que la France doit des excuses à, je cite, « celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes ». De notre stratégie au Maghreb. Des termes forts qui ont immédiatement provoqué un tollé dans les rangs de la droite et de l'extrême droite, qui qualifient ces propos de honteux et indignes d'un candidat à la présidence suprême. Dans une série de tweets publiés mercredi soir, Emmanuel Macron a dit vouloir mettre fin aux divisions sur ce sujet. La Cour pénale internationale qualifie de crime contre l'humanité toute attaque généralisée contre une population civile, par notamment la réduction en esclavage et la déportation, une définition dont chacun tirera sa conclusion propre. Candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron a estimé que son déplacement en Algérie était indispensable, compte tenu de l'histoire commune entre les deux pays. Et puis en Tunisie, l'état d'urgence sera prorogé, ainsi en a décidé le président de ce pays. La nouvelle prolongation dure 3 mois. Reportage. Nouvelle prolongation de l'état d'urgence en Tunisie. Le président Béji Caïd Essebsi a décidé de le prolonger de 3 mois après des consultations avec le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple. Selon un haut responsable tunisien, la prolongation a été en partie décidée en raison de la situation actuelle en Libye. Et d'autres prolongations ne sont pas à exclure tant que la Libye ne formera pas un gouvernement capable de maîtriser la situation. La Tunisie partage quelques 500 km de frontière avec la Libye, embourbée dans une violente crise depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. L'état d'urgence a été instauré le 24 novembre 2015 après un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle à Tunis qui avait fait 12 morts. Initialement prévu pour 1 mois, il n'a de cesse été prolongé par le président Essebsi. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent parfois quelques abus dans son application. Ce journal va se refermer à présent. Les programmes, prévoient, juste après moi, à 21h, vous suivrez le jeu Arène des Champions. Suivront ensuite 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Windek. Le JT Soir, c'est à 23h avec Jérôme Humbor. Ce journal qui s'achève, vous pouvez le suivre sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.